Mais c'est qui l'a fait? C'est Chevron? Ah, ça, c'est la petite poire avec les carottes. C'est pas de la poire, ça. C'est pas la poire. C'est pas de la poire. C'est de l'ananas, c'est de l'ananas, c'est de l'ananas. C'est comme de la poire, mais c'est jaune. Voilà, c'est jaune, c'est jaune. Alors, merci à Todd pour l'ananas. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci aussi à El Pouillou qui nous a amené la petite vanille qui est là. Les ici. petits pouilloux. Et puis aussi à Stéphane qui nous a ramené la bouteille de Londres. Et Warloff, voilà, il était plutôt sur du Bailey. Lui, il amène les crèmes. Et Chavonne, elle a mis le whisky dedans. Voilà. Merci Christine, si tu veux continuer. Mais carotte, tu as pensé à la carotte? Les carottes, on pensait que c'était... Et Todd, t'as dit? Todd aussi. Chevonne, t'as dit? Aussi, El Pouillou aussi. Et Warloff aussi. Okay. Alors, merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. La Voix des Bulles présente... Sam, c'est celui qui nous ramène. C'est dur. La Voix des Bulles présente, il ne faut pas boire, surtout. La Voix des Bulles présente... Sam, c'est celui qui nous ramène. En plus, il fait saturer les micros, c'est de la merde. Putain, on a bu un demi-verre, quoi, il est mort. Qu'est-ce que je te dise Attends, vas-y, je le tiens, c'est bon. Non, mais là, il a du succès en plus, il va plus s'arrêter, là. Il a son public, il a du succès, il va y aller. Vas-y, enfin, c'est bon, je le tiens, c'est bon, vas-y. J'ai pris à la gueule. La Voix des Bulles présente le Wallet Club, le podcast BD bimensuel qui fait taire ces putains de chroniqueurs qui ont trop bu. Coucou les gens, bienvenue au One Club numéro 185, un épisode où on est content que nos tipeurs nous permettent d'avoir une console de mix encore à peu près en état, qui me permet d'avoir un bouton mute pour Tizak, qui nous accompagne ce soir. Salut Tizak. Voilà, non, tu peux y aller, j'ai coupé ton micro pour de vrai, tu peux essayer de parler, voilà. Thio est aussi avec nous. Bonsoir. Et Jérôme. Bonsoir. Coucou Jérôme. Salut. Donc je suis One Pied et comme d'habitude nous allons parler de bande dessinée en commençant par du one shot puis continuant par du numéro 1 et peut-être poursuivant par des tomes 45, nous verrons plus tard. On va commencer par parler de Batman White Knight, puis par de Black Dog, de Mon père ce poivreau. Eh oui. Il faut en parler. Il faut en parler. Du CC Dolores, d'Alt-Life, de Momo, les tomes 1 et 2, de Peleliu, Guernica of Paradise, les tomes 1 et 2, et en express, on parlera de Ratafia, le tome 8, et de Sentai School, le tome 7. Et on va commencer avec du online, où je vais vous parler de webcomics. Ça va, c'est bon, vous êtes calmés, on peut commencer les choses sérieuses, les amis. Allez Sam, c'est parti. Voilà, on remercie déjà tous les gens des tiponches pour les tipeurs. J'adore le nom de l'opération proposée par Randall Flagg. Je pense que nous allons devoir la lancer. Je crois que c'est le meilleur pitch que j'ai entendu. Pas de Rennes, j'aimerais bien y aller, ça serait plutôt cool, mais c'est loin. Rennes, c'est super. Déjà, rien que Saint-Malo, j'ai galéré pour y aller. Rennes, c'est plus facile quand même. Rennes, c'est plus facile, mais c'est fou. C'est bon. Un petit poncheton pour les tipeurs. Allez, on va commencer tout de suite avec Online. Alors, Online, je vais vous parler de plateformes, en fait, aujourd'hui, parce que Dupuis a décidé de lancer la Webtoon Factory, qui est une plateforme qui mise sur le format Webtoon. Alors, le format Webtoon est un format qui vient de Corée, qui est très populaire là-bas, qui cartonne, où en gros, on nous propose quelques planches gratos qui se lisent en scrolling, avec des BD plus ou moins adaptés, hein, ça dépend des auteurs qui s'y collent, et où on a, c'est construit comme de la série télé, avec des saisons, des épisodes, et en général, on peut lire quelques épisodes gratuits, et les épisodes suivants sont payants avec la monnaie du site, et ça coûte pas trop cher. Webtoon Factory est sorti pour le Festival d'Angoulême et est déjà bourré de titres très très différents. J'avoue que j'en ai lu, j'ai pas tout lu tellement c'est varié. Mais ce qui est intéressant, c'est la variété des
des titres qui sont proposés. On peut y voir aussi bien de la bande dessinée d'horreur que du thriller, des choses un peu plus sur l'actualité. Par contre, Du là- comique aussi, de l'humour. oui, de l'humour. Bon, par contre, là, je galère un peu à naviguer dessus pour ceux qui nous suivent en live, parce que le site est vraiment adapté pour une interaction au doigt, j'ai l'impression. Bref, là, je vous ai balancé Sex Runner, rien que le titre donne envie. Et vous voyez que quand vous êtes connecté, vous avez droit à 3 épisodes gratuits de chaque BD. Oui, je sais, voilà. Le truc putaclic, c'est toi qui as choisi, bravo. Et ça vous coûte 3 coins, voilà, 3 coins, pour lire chaque épisode, sachant que c'est 2 € les 20. Donc en gros, et qu'un album de BD classique, c'est environ 6 épisodes. Donc globalement, en mettant 2 €, tu lis un album de BD classique. On retrouve dans le catalogue des séries qui ont déjà été publiées dans Spirou, par exemple, ou en album. Comme Roger et les humains. Voilà. On retrouve des choses qui sont qui m'ont fait très envie. Alors, je parlais de Crapule de Jean-Luc Deglin, qui est très très rigolo, mais que je trouve pas très adapté au format, étonnamment. Donc, c'est du strip d'humour autour d'un chat. Il y avait Wishlist par Stivo et Seth, je crois, qui est très réussi et vraiment adapté au format pour le coup, parce que la narration a vraiment été pensée pour ce format en scrolling. Et des choses un peu plus classiques, Yezidi par Aurélien Ducoudray, et je voulais naviguer pour le montrer, mais là j'arrive pas à naviguer dans le site, ça me gonfle. Mini Kim, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est un drame autour d'extraction d'otages yézidis qui ont été enlevés par Daesh. Enfin, quelque chose plein de sujets super intéressants, super bien traités. Et le coût assez faible me semble assez tentant. C'est-à-dire que se dire, pour 2 €, je vais pouvoir lire, pour le coup, vu qu'on a 3 histoires gratos, je vais pouvoir lire 2 BD complètes et picorer à gauche à droite. C'est plutôt intéressant. Donc c'est la Webtoon Factory de Dupuis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Webtoon était déjà présent depuis un moment en France avec Dailytoon. Dailytoon, on en a entendu parler déjà à de nombreuses reprises, parce que c'est Dailytoon qui avait prépublié les Last Man. C'est sur cette plateforme qu'on les retrouvait. Et là, donc, j'ai été y jeter un œil pour voir un peu ce que ça devenait, et je me suis rendu compte, étonnamment, que c'est devenu très bande dessinée asiatique. Donc, je sais pas si c'est des adaptations de BD coréennes. Ils ont été rachetés, non, tout simplement. Je sais pas du tout, mais alors que c'était très diversifié, il me semblait, à l'époque, j'y avais jeté un œil. Je trouve que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, vraiment vers l'Asie. J'étais en train de me poser la question si la Webtoon Factory allait pas un peu phagocyter et attaquer Dailytoon, mais quand je vois le tournant qu'a pris Dailytoon, c'est totalement à côté. Ça n'a plus rien à voir. Et je trouve que les deux offres sont super complémentaires. On va juste dire que Dailytoon va un peu plus chercher sur les mécanismes des plateformes de Webtoon de Corée, et qu'on retrouve un peu plus les techniques marketing. On va avoir certaines histoires qui vont être gratuites pour un moment, des histoires dont on peut offrir aux gens la possibilité de les lire gratuitement pendant un temps, etc., pour avoir un petit côté viral. Donc je pense un peu plus adapté aux mécanismes qu'affectionnent les jeunes. Donc voilà, Dailytoon, une plateforme très intéressante, et je pense qu'il y a des choses... pour le coup, j'ai pas été vraiment beaucoup plus loin, parce que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de titres qui m'ont donné super envie. Ça sonnait très manga et surtout très shoujo, et c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors, je passe peut-être à côté de trucs qui sont très bien. Mais là, je ne vais pas passer à côté de Batman White Knight de Sean Murphy. Et je vais laisser Ti nous raconter un peu de quoi ça parle. Alors là, il va falloir un petit peu oublier ce que vous savez du Batman, ce beau chevalier noir qui défend la veuve et l'orphelin, parce que ce beau chevalier noir, il en prend un petit coup derrière la caboche. Son image commence à être sévèrement écornée, il a fait tout un tas d'actes violents pas forcément nécessaires. On commence à se poser des questions sur la quantité de destruction qu'il peut occasionner lors de ses différentes sorties pour arrêter les super méchants. Il utilise des flashballs.
Écoute, je pense qu'il a une coach qui fait partie de la famille Macron, ou Benalla, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que le Batman commence à avoir une image beaucoup moins glamour et beaucoup moins dorée et auréolée. Et donc, lors de l'une de ses dernières sorties contre le Joker, celui-ci s'amuse et le prend vraiment pour un guignol. La course-poursuite fait une quantité de dégâts monstrueuse encore une fois. Il est à 2 doigts d'écraser tout un tas de personnes encore une fois. Et là, bon, ça va plus être possible, quoi. Il faut que vraiment quelqu'un se mette en travers de la route de ce Batman qui dégénère, qui part complètement en brioche et qui devient totalement incontrôlable. Et qui de mieux qu'un certain Jack Napier pour faire ça ? Napier. Excuse-moi de te reprendre tout en anglais. Jack Napier. Jack alias le Joker, se pose en chevalier blanc contre le chevalier noir. Tu Voilà n'as pas le dit pitch de Joker départ. et Jack. Joker, Jack. Non, t'en as pas parlé. Le passage de Joker à Jack. Ah oui, je t'ai pas parlé du pardon, tu as raison. Alors qu'on est au début de la BD, tu peux C'est vrai raconter que ça. j'ai le droit d'en T'as parler. tendance à raconter les fins, mais ça c'est le début, tu peux y aller. Ah ouais, mais moi je préfère fonctionner à l'inverse, moi ce côté fan de Jeopardy. De Jodorowsky, j'allais dire. mais Vas-y. Écoute, chacun ses références, moi je préfère Jeopardy. Avec Philippe Risoli. Oui, effectivement, lors de cette fameuse course-poursuite, en fait, le Joker se retrouve à bouffer des cachetons. Le Batman lui donne une bonne rasade de cachetons qui était donc entreposés dans l'entrepôt que le Joker prévoyait de dévaliser. Est-ce qu'il connaissait réellement les effets de ces cachets ou pas ? Bon, le doute est permis au début. Et du coup, c'est ce qui va transformer le Joker et le retransformer en être humain, au moins de façade. Saint d'esprit. Un peu plus. Et il va redevenir un monsieur tout le monde. Mais un monsieur tout le monde quand même avec un QI qui explose les plafonds, avec une maîtrise de la communication qui défie l'entendement, et avec tout un tas de projets pour la belle ville de Gotham, mais en s'adressant en priorité aux quartiers les plus défavorisés, aux quartiers les plus touchés, les quartiers les plus abandonnés, et en partant du principe même, chiffre à l'appui, que finalement les interventions de Batman ont créé des espèces de bulles spéculatives immobilières dont se sont emparées les grandes fortunes de Gotham, et ils ont fait leur chou gras et se sont fait beaucoup de beurre sur le dos des habitants de ces mêmes quartiers. Donc, en gros, on est toujours sur le combat entre Batman et le Joker. Mais avec sauf des que- rôles clairement inversés. La police qui prend des décisions qui vont plus dans le sens, et la politique qui prend plus dans le sens d'un retournement de situation contre le Dark Knight. Passons tout de suite sur le point faible de cette bande dessinée, le dessin. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pourquoi tu balances comme ça d'entrée le point faible de cet album, le dessin ? Je suis comme ça. Alors j'ai envie de vous dire que le point faible de la bande dessinée, s'il devait y en avoir un, n'est clairement pas son dessin. Ah si, comparé au scénario, c'est un peu en dessous quand même. C'est vrai, faut le dire. le dessin n'est que exceptionnel. Voilà. Ça va, vous vous sentez bien tous les deux ? Ça se passe bien là Donc oui, vas-y, parle un peu de ce dessin de Sean Murphy, qu'on avait déjà beaucoup aimé sur d'autres albums. hein. Alors, tout est ultra dynamique. On a des Kelly changements Ross. d'angle de vue. Scénario de Sean Murphy. On a C'est des le dessin aussi. changements. Ah ouais, il fait tout. Il fait tout là, ouais. Oui, Il fait il est scénario dessin de La couverture. couleur qui fait pas. Il est scénario dessin de couverture, et et Matthew Hollingsworth s'occupe de la couleur et de la couleur de couverture. Le dessin est juste génial. Voilà, les découpages sont ultra dynamiques. On a des changements d'angle de vue en permanence. Voilà, tout est bien rendu. Les contrastes, les choix de couleurs, les prises de vue, on est dans un travail de cinéma mais invraisemblable, quoi. On a l'impression que le garçon il se régale en permanence. Tiens, si je mettais un peu de la lumière là, tiens, un peu de la lumière là. Oui, mais Kiki, tu fais ça au dessin, tu fais pas ça sous Photoshop, quoi. C'est juste génial. Voilà, on est plongé dans cette ambiance dans chaque case. Il y en a pas une qui est en dessous. Voilà. Oui, donc, puisque tu veux parler du scénario maintenant, qui est bon, effectivement, encore un cran au-dessus, quoi, de ce dessin. Oui. Alors,
Il y a un côté référentiel qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est clairement hors continuité de Batman, hein. On est dans une série un peu à part, qui va prendre certains points chez tous les grands scénaristes et les grands créateurs de Batman. En gros, il récupère un bout du travail de Frank Miller, hein, sur le Dark Knight pour montrer le côté sombre de Batman, ce côté un peu plus facho qu'à l'habitude. Il est parfois sombre sans être facho. Hein. Oui. Pas non plus faire de mal. Oui, non, mais voilà, ce côté là exagéré. Il va chercher sur le Poison Ivy, Harley Quinn, pardon, la Harley Quinn qu'on voit au départ, avec lequel le Joker complètement fou est présent, et la Harley Quinn de Suicide Squad, la récente en fait, le personnage récent, et il nous fait découvrir très rapidement qu'en fait il y en a une autre qui est plus celle du dessin animé de Batman qu'on aimait jeune dans les années 90, de Paul Dini, donc qui est un peu plus propre, un peu plus clair et un peu moins folle et dérangée. Qui est sa sœur. C'est pas très clair. C'est hyper clair qui est sa sœur. Ouais, Et toi, t'es vachement raide, toi. Ouais. Ça m'a pas semblé aussi clair que ce que tu dis. Enfin bon. Ouais, ce retournement qui pose la question, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Hein. C'est pas neuf. On va dire. Le seul défaut serait ça, c'est que le propos est très bien traité, mais c'est pas un propos neuf. Le super-héros, quand il intervient en ville, il fait quand même pas mal de dégâts. Et qui c'est qui paye les réparations? On l'avait déjà vu dans du Daredevil. On l'a vu très récemment dans Daredevil, en fait. Oui, il y a quelques années. Daredevil, dans les X-Men, dans Et ils l'ont refait Superman. récemment. Là, tu l'avais très récemment quand tu as justement le passage avec le caïd qui devient le maire de New York. Oui. Et que Matt est au bureau du proc et qu'une de ses assistantes lui dit non mais le jour où Spider-Man a cassé ma voiture, qui est-ce qui a payé? Personne. Si ça avait été du flic, j'aurais pu avoir les assurances, mais là j'ai rien eu depuis. Oui, ils avaient traité, mais ça avait été traité longtemps avant avec une histoire de verrière cassée par des ninjas et un procès fait contre Daredevil. Enfin bon, là n'est pas le sujet. Il y a les X-Men aussi, hein, c'est un sujet Ouais. récurrent chez les X-Men aussi. Voilà. Donc c'est il y a le rôle de Mr. Freeze aussi dedans, qui est un personnage. Enfin, tous les personnages sont un peu réécrits, un peu réadaptés. Tous les On en personnages sont cherchait- présents, tous les super vilains sont présents. Pas tous, mais une bonne partie, Ouais, parce une que grosse partie, quand même. faut aller loin, hein, dans le Oui, super non, mais vilain là, de Batman. disons que les principaux sont là. Et c'est une réécriture du personnage que je trouve très réussie. C'est un peu comme si, je sais pas moi, on prenait un très très bon dessinateur, qu'on lui disait tu as carte blanche pour faire du Batman, et que en plus il s'avérait utiliser cette carte blanche pour faire quelque chose pas comme Marini, tu vois. C'est-à-dire que carrément. C'est-à-dire que le mec il allait au bout de l'idée, lui. voilà. C'est-à-dire Alors, que c'est le mais parce reproche qu'il qu'on avait avait fait une- sur le parce qu'il Batman avait de une idée. c'est le reproche qu'on avait fait sur le Batman de Marini, c'est qu'il avait une carte blanche qu'il n'a pas eu. Il n'en a pas fait grand-chose. Ouais. Et là, Sean Murphy, même s'il reprend des aspects qui ont déjà été abordés sur le personnage à de nombreuses reprises, il arrive à en faire quelque chose de cohérent qui tient la route et qui marche super bien. Les autres. Jérôme. Page 38. Les deux Harley Quinn sont ensemble. Réfléchis un peu, Frangine. Voilà. Moi, à part ça, sinon, c'est pas ça. Ah oui, non, mais ça, c'est quand tu dis Non, bro, non, tu non, vois, non, ça non, veut non, pas dire non, frangine, non, ça. non, non, Ça, c'est une façon non, de non. parler de Jones, ça. Non. C'est comme à Marseille, tout le monde s'habille. Wesh gros, tu vois. Oui, Enfin, voilà, non, gros, ça va. c'est. Ouais, Non, c'est pas là, autant je que pense gros. je pense que c'est parce que tu es hermétique au langage des jeunes. Le vieux con t'emmerde. Je sais. C'est ce que font tous les vieux cons, ils emmerdent les jeunes. Finis ta phrase, frangin. Oui, ouais. Ils emmerdent les frangins. Bon, alors, les frangins. Mais nous, ça marche. Clairement, je trouve que la réussite, comme tu l'as amené, c'est ça. Marini, c'était beau, mais il n'y avait pas de scénario. Là, Scott Snyder, que moi j'avais découvert avec Joe l'Aventure Intérieure, il était allé au bout du truc, quoi. Il a vraiment exploité le truc et il a fait déjà des super dessins, oui. Et en plus, franchement, c'est peut-être un des meilleurs comics que j'ai eu depuis les 2-3 dernières années, quoi. Oui, c'est un album. Un truc qui me sort un peu de la zone de confort, où tu as un peu de nouveauté, tu as vraiment un truc. Oui, c'est pas dans une continuité, on te propose quelque chose de neuf qui fonctionne très bien. Effectivement, enfin, c'est une franche réussite ce bouquin. Il y a une idée de départ qui est super bien exploitée et il y a plein de rebondissements. C'est pas tiens, j'ai une bonne idée, je la ponds et puis c'est terminé, quoi. Il y a tout un tas de rebondissements, c'est intelligent. On parlait dans l'émission précédente d'Amber Blake et des faiblesses du scénario. Là, pour le coup,
voilà, on a un scénario qui est ultra chiadé, ultra intelligent, et qui en plus doit tenir compte de tout un tas de background de personnages. C'est d'une complexité folle, l'air de rien, ce qui a été mené là. On peut modérer un peu les trucs ou on est obligé de continuer à s'astiquer le manche? Non, on peut pas. Chacun le sien, par contre. Je tiens quand même à préciser. Moi, je veux quand même émettre. Non, mais t'as déjà bien beaucoup parlé, toi. Non. C'est lui qui a beaucoup parlé. Moi, je vais juste mettre un petit truc. Pour moi, le point faible, contrairement à ce que disait Pierrick tout à l'heure de manière ironique, c'est le dessin de la couverture. C'est la couverture que je trouve en dessous. Les autres, c'est la couverture qui a été choisie par l'éditeur, tu veux dire, parce qu'il y en a plusieurs. Exactement. La couverture principale, la première de couve, et c'est pas la meilleure, quoi. Il y avait mieux à faire, vu l'ambiguïté des personnages, vu les retournements de situation. Il y avait 10 fois mieux à prendre que celle-ci, qui, à mon sens, ne sert nullement la qualité du reste du bouquin. Vas-y. Alors, dans l'opposition d'ici, Superman-Batman, on est bien d'accord qu'on est sur un Superman lumineux, sur un Batman sombre. Et là, clairement, il joue à fond cette carte-là. Donc, bon, moi j'aime bien cet aspect-là, j'aime bien ce Batman noir, j'aime bien ce Batman ultra-violent, j'aime bien cet aspect sombre. Ce qui nous sort du super-héros traditionnel. Et là, c'est sûr que la carte est jouée à donf. Il pose des questions pertinentes, des questions intelligentes. Par exemple, ok, il est pote avec le commissaire Gordon, mais en même temps, depuis le temps qu'il exerce, et là, on a sur un Batman âgé, donc qui a 20-30 ans d'exercice derrière lui, il a jamais fait profiter la police de Gotham de ses avantages technologiques. Donc il lui dit, à un moment donné, il lui dit, bah ouais, mais si j'avais du Kevlar comme toi, Batman, j'épargnerais la vie de certains de mes hommes. Donc c'est vrai qu'il y a des questions pertinentes qui sont posées. Oui. Moi, il y a 2 choses qui m'ont gêné dans cet album. Il faut connaître un petit peu l'histoire de Mr. Freeze, parce que là, très clairement, moi, je la connais pas bien et j'étais un peu perdu. Elle a été réécrite. Voilà, donc ceci dit, c'est pas rédhibitoire pour la lecture de l'album, mais clairement, voilà, il passe un petit peu rapidement sur des choses en lien avec Mr. Freeze, et moi, ça m'a un peu gêné dans la lecture. Et puis surtout, le truc principal, c'est le changement d'apparence du Batman, du Joker. Puisque pour moi, le Joker, il était à un moment donné tombé dans une cuve de produits chimiques. Mais ça, c'est uniquement dans le film. C'est pas dans la BD. D'accord. Bon, donc c'est juste du maquillage alors dans les BD. Il est fada. Ça dépend, il est muté ou pas. Ça dépend des versions. Le problème, c'est que la BD, il y a eu tellement de réécriture du Joker. Ouais, donc là, en pratique, en fait, quand il est sous l'effet de la pilule, il a une apparence tout à fait normale. Et lorsque l'effet de la pilule se dissipe de façon instantanée, clac, il reprend son teint blafard, le maquillage, les cheveux verts, etc. On n'est vraiment pas dans la continuité de Batman. C'est une histoire qui est totalement à part. C'est-à-dire que c'est une réécriture des personnages. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense aussi. Ok, donc prenons-le comme ça. Donc voilà, mais c'est un bon comics, hein. C'est un bon comics. Tu as été moins emballé que nous. Je sens que le truc, on va dire coup de cœur, il va nous dire non. On sait qui est le pisse-froid, encore une fois. Pourquoi encore une fois? Ça a changé de place. Bon, après, ça fait pas longtemps d'émission qu'il est là, peut-être qu'il va pas rester. Non, mais il y a une forme de... Ah, il est encore en période d'essai. Ouais, c'est ça. Non, objectivement, c'est un bon comic, c'est un bon Batman. Ah, t'as vu comme il sent le voilà, contour? moi j'ai préféré Un cri dans la nuit, par exemple, qui pour moi est un des meilleurs Batman qui ait jamais été écrit. Lequel? Un cri dans la nuit. Je ne vois pas lequel c'est. Zut, un Batman, je ne vois pas lequel c'est. Va falloir que je fouille. On en reparlera sans doute plus tard. Alors, je tiens à souligner que Randall Flagg nous précisait concernant la couverture qu'il existait une autre couverture qui est la couverture de la Fnac. Que je vous montre presque tout de suite dès que... Non, ça elle est trop petite, ça va pas passer. L'image qu'on a, le lien qu'on a, il est tout petit, l'image, et ça va pas passer. Donc il y a d'autres couvertures, effectivement. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette couverture un peu iconique, justement, du Joker et Batman. Mais on a assez parlé de... La relation entre le Joker et le Batman ont quand même été aussi abordées dans Rire et Mourir. C'est pas celle-là, la Fnac. Ah ouais, c'est pas celle-là, le lien qu'avait envoyé Randall. Donc on avait abordé un petit peu cette relation Batman-Joker dans Rire et Mourir, mais là, elle est poussée à son extrême. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien vu. Ok, donc c'est le Batman White Knight de Sean Murphy chez Urban Comics, et c'est de la bombe, même si ce n'est pas un coup de cœur. Voilà. À peu de choses près. Salaud.
C'est le moment de rebondir sur Black Dog de Dave McKean. Jérôme. Ouais, alors Black Dog, Dave McKean, Black Dog, sous-titré Les rêves de Paul Nash. Donc Dave McKean, très connu outre-Manche, qui a bossé avec les plus grands, qui est un artiste composite, plasticien, dessinateur, collage, photographe, voilà, et qui aime mélanger ces différents styles. Il s'est fait connaître en France, en particulier avec des albums pour enfants, comme Le jour où j'ai échangé mon père contre 2 poissons rouges, ou Les loups dans les murs. Et les couvertures de Sandman. Et avec les j'allais le dire, et avec les couvertures de Sandman. Graphiquement, je trouve que c'est un très bel album. Maintenant, avant d'en parler, parlons du pitch. En fait, Paul Nash est un peintre officiel de l'armée qui a suivi les 2 guerres mondiales, donc qui est né en 1889, de mémoire, dès que j'aurai retrouvé mon petit papier. 1889, c'est bien ça, qui est mort en 1946 et qui s'est engagé, donc, comme tous les jeunes de cette génération, qui a été engagé pour faire la Première Guerre et qui, une fois arrivé sur le front, a été, par ses talents artistiques, a été recruté par l'armée pour être peintre officiel. Il a peint les horreurs de la guerre, il a peint avec un style très contemporain, très moderne. On est dans des styles très noirs, très proches du cri de Munch. On commence à voir transparaître le cubisme, donc avec une simplification des formes, des formes géométriques, même si on reste sur quelque chose de beaucoup plus graphique et de beaucoup plus représentatif, de beaucoup moins abstrait que le cubisme tel qu'il sera développé par Picasso plus tard. Voilà, donc après le rêve de Paul Nash, en fait, Dave McKean met en scène finalement un ouvrage donc écrit par Paul Nash où il raconte sa guerre en fait. Et Dave McKean met en scène ces visions dans un style graphique qui est assez proche. Moi, je vous recommande de regarder sur Internet les tableaux de Paul Nash. Dans un style graphique qui est assez proche des tableaux. En particulier, il y a le Saillant d'Ypres de nuit qui a été peint en 1918 ou la Piste de la Mule en 1918 aussi. Voilà, donc Dave McKean a réussi à s'approprier le style de Paul Nash et à le transposer en illustration. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que pour moi, c'est pas un album de BD. C'est un album qui a été fait dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre en Angleterre, puisqu'il n'y a pas qu'en France qu'on a eu 4 ans de commémoration de la guerre de 14-18. Donc là, c'est un des derniers albums sortis dans le cadre de ces commémorations en 2018. Donc je trouve un album intéressant pour la commémoration de la Grande Guerre. Je ne trouve pas que ce soit un album de bande dessinée, mais c'est un album d'illustration. Voilà, c'est beau. Suivant. Si. Oui, je vais aller dans le même sens que Jérôme. Et je rajouterai même sur le fond que ça manque de fond. C'est le côté onirique et on part dans des rêveries, on part dans des cauchemars, etc. C'est bien, mais il y a un moment où ça a aussi des limites quand on est simple lecteur. Il y a un moment où ça ne me parle plus. Il y a un moment où, à force de devenir flou et abscon, ça empêche un petit peu le lecteur aussi de rentrer dans le sujet. Alors peut-être que certains seront rentrés. Pierrick, je te vois arriver. Moi, perso, je suis resté en dehors de la bulle de ce qu'on voulait me raconter. Je suis rentré dans le versant artistique.
mais pas dans le contenu. Voilà. Thio. J'ai mis beaucoup de temps à lire Black Dog. Tu veux le lire, c'est ça? Ouais, je veux le livre. Ouais. C'est un site discret pour que les gens n'entendent pas que je dise. Ouais, mais ça passe-moi peut le livre. passer, tu vois. Quand Je te rappelle qu'il y a des caméras, Pierre. Oui, mais c'est aussi beaucoup de gens. On a plus de gens qui nous écoutent en On audio. s'en fout, en fait. Allez, vas-y. Donc, du coup, je disais, j'ai mis beaucoup de temps à lire, principalement parce que alors, j'ai déjà. Tu m'as quand même déjà obligé à lire pas mal de trucs de Dave McKean, monsieur l'exateur. Je me le suis donc farci, parfois avec plaisir. Et là, aujourd'hui, oui, c'est beau, mais j'ai pas réussi du tout à rentrer dans l'histoire du peintre, quoi. Ça m'a semblé, mais voilà. Pour moi, là, on est cryptique. On est allé sur un. Là, pour moi, il est allé trop loin, quoi. Si tu veux, c'est un peu comme Radiohead quand ils ont quitté l'électrique pour passer trop à l'électronique. Si tu veux, ils m'ont perdu. Là, je crois que Dave McKean, ça y est, il a franchi le palier où j'arrive pas à le suivre, en fait. Bon, alors Dave McKean, je suis un méga fan de la mort, donc c'est difficile de me... Ouais, ça va, il s'est dessiné des mains, quoi. Voilà, non mais il s'est tout décidé. Il a même Disons dessiné des œufs, que t'imagines on est dans Des un... mains et des œufs. On est dans une approche... Ouais, lui, il a fait des mains et des œufs. Voilà. On est dans une approche très, je trouve, qui montre un peu tout le talent de Dave McKean en mélangeant aussi bien son travail de photo Et des lits en fer. Ouais. Et son travail graphique qui va être sur de la peinture, sur du dessin au trait, du dessin énormément retouché. C'est vraiment magnifique. Alors, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ah, vous l'attendiez pas, celle-là. C'était chiant comme la pluie. Voilà, donc j'avoue, j'ai pas... En fait, j'ai réussi à aller jusqu'au bout parce que j'admirais chaque dessin, chaque travail dans un style différent, cette richesse du travail de Dave McKean. Mais ouais, non, le thème m'a pas accroché. Et pourtant, j'ai eu des trucs de lui qui étaient un peu chiants aussi, entre guillemets, mais qui ont réussi à me prendre parce qu'il y avait ce côté un peu plus onirique, un peu plus aussi histoire courte. Parfois, il y a pas mal d'histoires courtes dans Tant que Pictures ça reste Artists. onirique, ça va. Mais là, ça se veut biographique dans l'état d'esprit d'un peintre névrosé. Ça devient compliqué. Oui, donc voilà. Donc moi, j'aime beaucoup le travail graphique. Je pense que ça ferait d'ailleurs, on a eu je crois, une très très belle expo. Un truc à aller voir pour voir les planches originales qui doit être magnifique. Oui, ça, c'est vrai. Le format très grand de l'album va très très bien avec le graphisme. Et parfois, ça aurait mérité même encore plus grand. Voilà. Les planches que tu as montrées dans la forêt, là, en vert, Ouais. c'est des successions de petites cases, de petites vignettes. Mais c'est un travail qui est en fait titanesque, quoi. Ça mériterait 3 mètres par 2 mètres, quoi. Voilà, mais voilà, en dehors disons que voilà, pour se lancer dans du Dave McKean, je recommanderais un peu d'autres choses, même si il a un avantage, je trouve, par rapport aux autres bouquins de Dave McKean, c'est que toute la richesse de ses styles y est représentée. On y voit vraiment son travail de 3D, son travail de photo, son travail de retouche d'images en Photoshop, son travail de dessin direct. Et il y a peu d'ouvrages. Alors peut-être le précédent qui était un truc un peu sexe hot. Ouais, qui était plus axé sur de la retouche photo, beaucoup. Celui qui avait sorti dans la collection porno de Delcourt, là. Voilà, mais par exemple, Pictures Artists est pas mal aussi, mais c'est un gros pavé, donc c'est un peu cher pour découvrir Dave McKean, où il y a beaucoup d'histoires courtes dans des styles très différents. Voilà, donc franchement... On lui met un coup de cœur ? Non, lui met pas un coup de Non, cœur. pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Mais franchement, si vous aimez le travail graphique de Dave McKean, bah, ça vaut le coup. Mais d'un point de vue narratif, voilà, ça pêche un peu et c'est dommage. Donc Black Dog, les rêves de Paul Nash chez Glénat par Dave McKean. Eh bien, nous allons parler donc de Mon père se poids. Vro. Oh. Papa ! Excusez-moi. Allez, on va sombrer dans l'alcool. Mon père se poivreau, donc chez Grand Angle, qui est fait par Louis et Davier. On va suivre donc l'histoire de Lulu. Lulu, le pilier de bar, quoi, le mec qui... Tu l'as vu ? Qui ? Lulu ? Je l'ai pas vu hier, celle-là. Ouais, t'as vu? Ouais, Voilà. passé crème. Des fois,
Donc Lulu, le poivreau de bar, le mec qui est bourré à longueur de journée, que le patron est obligé à chaque fois de sortir et limite de ramener chez lui ou de prendre un autre poivreau et de lui dire ramène-le chez lui. Il est encore bourré. Et en fait, Lulu, il n'a pas toujours été comme ça, le petit Lulu. Avant, il avait une femme, il avait un gosse, mais Lulu, il est retourné dans l'alcoolisme. Voilà. Sauf qu'un jour, en regardant le journal à la télé dans son bar fétiche, Lulu va décider d'arrêter de boire. D'un coup, il va partir. Il décide de tout laisser, les bouteilles, le Jack, le Ricard, le gin, la vodka, la tequila, tout. Il lâche tout et il se dit il faut que je parte, il faut que je retrouve mon fils. Mais pourquoi ? On va faire une sorte de road movie sans alcool. Tout de suite, c'est moins glam. Tout de suite, c'est moins glam. En plus, avec une sorte Suzanne Sarandon sobre, c'est moins bien. Ouais, mais c'est une sorte de période d'abstinence, tu vois, pour du coup lui permettre de retrouver la pureté et de retrouver du coup sa famille, de retrouver des vraies valeurs, quoi. Bon, voilà. Je pense que j'ai assez bien résumé le scénario. Au niveau du dessin, T'as du mal à faire de l'objectif, toi. On voit tout de suite sur ton visage, voilà, et dans la façon de dire les choses. Si c'est que sur mon visage, c'est bon, voilà. Ouais. Au niveau du dessin, on n'est pas sur un trait réaliste. Pour moi, ça reste une sorte de... Oui, tu peux y arriver. Si Isaac Simé, ça va être chaud quand même. On a un trait qui est un peu plus, je trouve, caricatural. Le personnage de Lulu, pour moi, il me fait penser un peu à un clown. Alors d'une part, parce qu'il a le nez rouge, mais il a vraiment je trouve toute l'allure de Bozo, quoi. Le crâne dégarni, juste la petite touffe sur le côté. Mais en même temps, les personnages, voilà, sont tous reconnaissables. On est quand même... La narration est quand même, je trouve, bien menée. On a une bonne fluidité. On a quand même une rapidité aussi au niveau des phases d'action qu'on va avoir quand il va retrouver son fils. Les passages dans le temps, les petits flashbacks, là aussi. N'écoute pas Isaac. Les petits flashbacks aussi sont intéressants parce qu'on a vraiment quand même tous les passages de la vie, on va dire, qui ont amené Lulu à ce moment-là. C'est joli, c'est mignon. Maintenant, ça a été le choix de quelqu'un qui, je pense, ce jour-là, avait abusé du remords rangé. Isaac, pour ne pas le citer, vas-y, poursuis, je t'en prie. Alors, pour vous en parler. Non, je pense que le scénariste, il a adopté la marche de l'homme sous sur le même principe, c'est-à-dire que son scénario fait un pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas à droite, 1 pas à gauche. Et on a un peu du mal à avancer jusqu'au moment où il y a une espèce de précipitation là où on est à 2 doigts de trébucher pour arriver à finir l'album. Et donc ça se termine très très vite. Et avec effectivement énormément de flashbacks. Maintenant, voilà, j'avais quelques petits espoirs à la lecture et au choix de ce bouquin, puisque c'est moi qui l'ai demandé. J'avais espéré au final mieux. Pas mieux sur le début, pas mieux sur la fin. C'est mieux dans le cheminement du début à la fin. Je trouve on perd du temps dans des choses qui sont totalement inutiles. On a bien compris, c'est bon, on a compris qui était le personnage principal. On arrête de perdre du temps et à louvoyer encore avec des situations qui ne servent strictement à rien dans l'histoire. Voilà. Le dessin, bon, c'est peut-être pas forcément ni son point fort ni son point faible, il est bien, sans plus. Maintenant, moi, je trouve que c'est scénaristiquement parlant, où il y a dans la narration, il y a des choses qui, à mon sens, sont franchement inutiles, franchement superfétatoires. Il y avait moyen de passer sur autre chose, raconter des choses supplémentaires, ou ne pas raconter celle-là en tout cas. Il y a des redites régulières, je trouve, dans ce qui est proposé. La construction avec tout un tas de flashbacks, c'est le point positif de l'organisation du scénario. Mais par contre, le contenu, à certains moments, est franchement inutile et vraiment ralentit l'intrigue générale. Ça pas, voilà. Pour moi, c'est ce qui m'a un petit peu fait sortir du bouquin, quoi.
Disons, moi j'ai eu l'impression qu'il voulait faire un petit peu quelque chose d'un peu d'humaniste, vraiment de s'attacher à l'humain, à la psyché humaine, mais sans à chaque fois aller au bout. C'est ça. T'as le début de la scène et finalement t'as pas la fin. Est-ce que finalement, tu as réussi à t'attacher au personnage principal ? Non, parce que t'as envie de le claquer. Voilà. Est-ce que tu as réussi à t'attacher au fils ? Non, parce qu'il est moche avec ses espèces de bouchons dans les oreilles. Est-ce que tu as réussi à t'attacher à sa femme ? On la voit pas assez. Jérôme, On la voit pas assez. C'est finalement, c'est un personnage qui est franchement secondaire et qui est finalement peut-être le plus réussi de l'histoire. C'est quand même un peu paradoxal, quoi. Jérôme, ton avis? Que moi je vous trouve très dur. Moi je trouve que c'est ça fait partie de ces BD qui sont quand même porteuses de bonnes intentions et de bons sentiments, on va dire BD feel good, même si ça se finit mal. Grand Angle est assez coutumière du fait. On en a déjà parlé ici autour de cette table avec d'autres albums comme je sais plus dans l'eau. Le jour où j'ai raté le bus. Ouais, par exemple, le jour où j'ai raté Le vrai truc fait le goût de Ah non, ouais, le mais truc si de la la dernière mamie fois, en tu bord sais, de la la grand-mère mamie au en bord- haut de la falaise. Voilà, mamie en haut de la jamais. falaise, là. Jamais. Jamais. Le bruit de De Duhamel. Duhamel. Voilà, donc bon, on a Je connais le nom de déjà parlé, voilà. Et Stéphane Louis, qui est le scénariste et le dessinateur, qui est le scénariste et le dessinateur, a quand même voulu faire un album autour de ce qu'il a vécu avec son père. Oui, oui. Oui, enfin, ça vaut le coup d'être dit quand même. Oui, tu as raison. Donc, moi, je suis un peu moins critique parce qu'effectivement, c'est difficile de juger quand on n'a jamais été confronté à ce problème-là d'alcoolisme aussi proche. Et à un moment donné, il dit, moi, ce que je veux qu'on retienne ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'était un homme gentil. Et voilà, finalement, on peut se poser la question si il veut faire un hommage à son père, c'est évident, et si le message il est tout simplement pas là. Voilà, je voudrais qu'on se rappelle de mon père que c'était pas qu'un alcoolo, c'était aussi un homme gentil. Donc en termes de scénario, il a énormément de faiblesses, mais il a le mérite de cette authenticité-là. Maintenant, vous avez versé votre larmouille, vous pouvez ranger vos mouchoirs. Alors, moi, je trouve que le scénario n'est pas mauvais. Il est un petit peu bavard. Pour moi, c'est son vrai défaut. Il prend pas le temps de la pause et de l'introspection, ce qui est aussi un défaut. Mais c'est un des rares cas où je suis persuadé que cette BD, avec un autre dessinateur, aurait été vachement plus réussie. J'en remets pas en cause le talent de Stéphane Louis, qui, je trouve, dessine très bien, mais qui a un dessin qui est beaucoup plus adapté à l'action, à l'aventure, à l'érotisme aussi, ce qui fait des trucs érotiques qui sont plutôt pas mal, et pour lequel son style graphique fonctionne tout à fait. Là, je trouve qu'un dessin un peu plus, un dessin un peu plus télérama, tu vois, un peu plus brut, un peu plus dans le crayonné, un autre style qui soit moins, peut-être moins réaliste même encore, plus brut, aurait mieux convenu à cette histoire-là et aurait permis aussi de poser plus de temps, de réflexion, parce que j'ai pas trouvé le scénario mauvais, je l'ai trouvé plutôt bien mené, en dehors du côté un peu bavard, voilà, que je trouve dommage. Et je pense que, même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là, ça aurait vachement mieux marché en roman graphique. Un bon pavé avec des bons moments de pause où on aurait pu avoir plus de moments de réflexion, d'introspection autour des personnages et un style graphique, voire même en noir et blanc, tu vois, quelque chose qui aurait été plus approprié. Alors je pense que l'auteur, racontant un peu l'histoire de son père, a eu envie de s'impliquer totalement, mais que pour le coup, c'est un peu dommage parce que je suis pas sûr que son style corresponde à son propos pour cette histoire-là. Là, pour le coup, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que dans l'optique de rendre un hommage à son papa, comme tu le disais, il a sans doute voulu s'impliquer intégralement là-dedans, mais c'est aussi un choix que de montrer des bonnes bouilles, entre guillemets. Il a sans doute pas voulu non plus que ce soit quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus dur, parce que ça l'a sans doute déjà été suffisamment pour lui et sa famille, mais aussi sans doute, voilà, comme le disait Jérôme, pour rendre hommage à son père. Et donc il voulait que les gens se souviennent de quelqu'un de son père comme étant quelqu'un de gentil, de bon, avec une forme de bonhomie. Et donc le dessin, il est dans cette veine-là.
Oui, mais voilà, pour moi, non, c'est un style qui est trop dynamique pour ce genre d'histoire. Voilà, ça me... Après, le roman graphique, c'est pas la cam de grand angle. Hein, donc après, l'auteur, il fait aussi avec les... Arthur Cravan. Ouais. Ok. Voilà. Oh, le tacle à la gorge. Non, mais il a raison. Voilà, donc, Il y a un contre-exemple, donc à partir de ce moment-là, ça marche. Donc, Mon père ce poivreau de Stéphane Louis et Vera Davier, c'est chez Grand Angle. Ça ne nous a pas vraiment convaincus, mais pourtant il y avait un vrai potentiel. Là, en théorie, on avait prévu une chronique de UCC Dolores de Didier et Elise Tarquin. Mais on a eu un petit souci technique qu'on nous a gentiment fait remarquer sur le chat, vu qu'on enregistrait en live. Petit souci technique que j'ai pu corriger juste avant de lancer la chronique suivante, ce que Thierry ne manque pas de me faire remarquer. Nous allons donc réenregistrer cette chronique en live, pourquoi pas le 28. Ça me semble une bonne date, le 28 mars. Et si vous écoutez cet enregistrement avant le 28 mars, on serait ravis que vous nous y rejoigniez sur Twitch. Comme ça, vous pourrez nous dire s'il y a un petit souci technique. Voilà. Et on pourra le corriger en route et éviter de réenregistrer 40 fois la même chronique. Voilà, donc là on va reprendre le cours de l'émission normale. Thierry va me faire une petite critique pour dire que franchement j'abuse un petit peu à traîner à régler les problèmes pendant qu'il dit des conneries. Mais bon, on a l'habitude. Putain, il y a du retard à l'allumage, hein, Marcel. Ouais, mais j'ai réglé le son, j'ai tout réparé, plein de trucs discrets. Parce qu'il y avait du lag. Il y avait du lag. Tu as vu le lag? Ouais. Ah ouais, il y avait du lag. Alt-Life. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de lag. Hein. Putain. Ouais. Et là, c'est pour Tizak, Alt-Life. C'est pour ma gueule. Alors, le Alt-Life, on est chez Falzon et Thomas Caden. Falzon au dessin et Thomas Caden au scénario. Et Marie Galopin à la couleur. Falzon que j'ai pu interviewer et vous retrouverez dans nos émissions spéciales Quai des Bulles, l'interview de ce dessinateur fort sympathique. Maintenant que Pierrick a fait sa petite autopromotion, on va pouvoir envoyer. Donc, on va suivre les aventures de, accrochez-vous, René et Josiane. Je pense qu'il se fait un grand plaisir à trouver les noms des prénoms des personnages. Et oui, parce qu'en fait, c'est cyclique. Non, on n'est pas en 1930, 40. 50, on est vraiment dans un futur. Alors un futur pas non plus totalement... C'est cyclique. Je me souviens, à l'époque, il y a une centaine d'années, les Logan et les Kevin étaient très à la mode en France. Très à la mode, bien sûr. Donc on est dans un... N'importe quoi. Allez, avance. Oui, je fais. Dans un futur faut être coché. Proche, mais voilà, pas trop proche non plus, où l'ensemble de l'humanité s'immerge totalement dans des espèces de box, des trucs virtuels pour faire tout et n'importe quoi, pour les loisirs, pour partir en vacances, etc. etc. Et là, on pousse le concept un peu plus loin. On n'est plus simplement dans des playbox ou des dancebox ou des machins. On est dans des livebox. C'est-à-dire qu'on va rentrer intégralement, totalement, dans un monde virtuel et on va continuer à vivre, on va continuer sa vie dans un monde virtuel. On quitte tout. On quitte tout ce que l'on possède. Ready Player One en permanence. C'est l'idée. Et donc, pour l'instant, on est aux prémices de tout ça. Et donc, René et Josiane sont les pionniers de ce passage définitif dans la réalité virtuelle. Qui, du coup, dit virtuel, dit aussi monde avec totale liberté. Toutes les possibilités sont là. Aucune entrave. Pas même morale. Presque. Et ça donne quand même lieu à des explorations extérieures, mais surtout des explorations intérieures. Comment chacun va vivre cela ? Le fait de ne plus avoir de limites, de ne plus avoir d'obligations, on laisse un petit peu libre cours à toutes ces pensées, à tous ces fantasmes. Et pour une fois, ou presque, j'ai envie de vous dire, j'ai bien aimé le fait que ce ne soit pas forcément les hommes qui soient les gros bourrins sexuels de service, et les femmes, les grosses intellectuelles introspectives de service. Alors du coup, on a inversé les stéréotypes, mais... mais de façon intelligente, je trouve. Voilà, c'est quand même bien rendu au final, parce que le bouquin fait quand même son petit pavé de pages. Hein. On n'est pas sur une petite dinette gentiment sommaire. On a pas loin de 200 pages, on a 180 pages, un truc comme ça. Mais ça colle quand même un peu avec les clichés. Hein. Le mec qui... dans le cliché, a toujours envie d'être capable de tout faire et que là, d'un coup, il peut. Et donc, je perds un peu mes moyens. C'est ça. Ça le satisfait pas. Donc, au-delà de simplement la cohabitation de ces deux personnages, René et Josiane, on va vivre également la perspective de ce nouveau futur
de la société qui, elle, est restée encore un peu plus ancrée dans le réel. Et les discussions un petit peu de comptoir entre copains, entre copines, au sein des couples, parce que qui dit basculer dans le virtuel, dit, comme je le disais tout à l'heure, l'abandon total de la réalité, mais ça veut dire aussi abandonner ses parents, abandonner ses amis, abandonner ses enfants. Parce que bien évidemment que ce passage dans le virtuel n'est pas gratuit. Quels enfants? Les vrais enfants dans le monde réel. Il n'y a pas d'enfants dans le monde réel. Ah si, il parle de famille. On est sûr, oui. Oui, si, Ok. Chez les autres, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas eux C'est un non. petit mais- peu comme les deux sœurs tout à l'heure. Hein. C'est... Pas René et Josiane, pas René et Josiane, hein, mais dans les ouais, discussions qu'il y a dans les personnages annexes. C'est la reproduction, on est plutôt Il sur du paraît- clonage qu'autre chose. Hein. Ah ben là, alors après c'est peut-être du clonage, mais ils sont considérés comme leurs enfants. Et vous disiez que bah non, mais ils se démerderont. Dedans, ils se démerdent. C'est vrai. Ça coûte déjà suffisamment cher. Et bien évidemment, il y a tout C'est vrai, l'aspect c'est vrai, commercial, il y a tout l'aspect publicitaire qui rentre également là-dedans. Monsieur Pierrick, Oui. toi qui es à la fois intervieweur de Monsieur Falzone et à la fois un grand fan de Thomas Caden, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette bande dessinée? Je te l'ai déjà dit, mais cette BD, je l'ai lue, j'ai fait. Elle est faite pour ti. De la SF, de l'introspection, du cul. C'est une BD qui est écrite pour toi. Tu l'as rencontré, Thomas. Moi, j'ai pas réussi à interviewer, il était malade. Mais tu l'as rencontré, je suis sûr. Tu lui as dit, écoute, écris-moi une BD. Fais-moi un truc. Je suis Thomas Caden, je suis ton père. Donc, en gros, moi, j'ai trouvé ça très réussi, très sympathique. Alors, on reste dans les thématiques que Thomas Caden aime beaucoup. C'est-à-dire les relations entre hommes et femmes, de façon générale. C'est des sujets qu'il traite pas mal, qu'il avait traité dans Été, là, qui était disponible sur l'Instagram d'Arte. Dans plein d'autres choses, dans les autres genres qui étaient aussi là-dessus. Et il s'intéresse aussi pas mal au rapport au virtuel. Quelque chose qu'il a traité dans une de ses premières BD qui s'appelait Sextape. Et puis aussi tout ce côté un peu charnel. Il se pose pas mal de questions et il le traite de façon très intelligente, je trouve. Parce que ça parle de cul sans jamais être vulgaire. Ça fait se poser des questions sur effectivement quelles sont les limites. Et puis ça fait se poser la question, là c'est un peu les Adam et Ève de ce nouveau monde. Mais d'autres vont arriver. Comment est-ce qu'on va faire après? Ça pose des questions de l'intimité, où elle est, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, sachant qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'on est les dieux dans notre propre monde. Oui, parce que du coup, il n'y a plus besoin de travailler. Hein. Ouais. Vraiment, c'est un monde de loisirs et de possibilités. C'est la VR totale de la mort. Non, j'ai trouvé que voilà, ça marchait très bien. Le style graphique qui reste, pour de l'ASF, très classique. Pour mettre un côté BD du quotidien, où on va voir les gens dans leur salon qui discutent, etc. Sauf que là, c'est dans un environnement où tu peux vivre à l'intérieur d'une baleine, quoi. Et donc, il part d'un coup dans des trucs où il en fait des tonnes, mais avec ce style qui reste très terre-à-terre, je trouve. Mais qui va montrer des choses extraordinaires. Et ça marche super bien. Donc moi, j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé et j'espère qu'apparemment il y aura une suite. Thomas Caden travaillerait dessus et j'espère bien qu'il va approfondir et j'espère qu'il le fera aussi intelligemment en tout cas. Jérôme. Si tu veux. Alors, c'est un album dans lequel il faut rentrer déjà graphiquement parce que c'est un graphisme assez simple, pas beaucoup de second plan. Une mise en couleur assez simple aussi, pas mal d'aplats. Donc il faut y rentrer. Et puis quand même, le début de l'histoire est un peu déroutant, je trouve. Les 20-30 premières planches sont quand même un peu déroutantes. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est ça, voilà. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop où il va, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, moi, je me suis laissé prendre. Au tout début, il y a une référence à Matrix qu'on comprend en fait après. Mais voilà, donc moi je me suis laissé prendre, j'ai beaucoup aimé cet album. J'ai trouvé qu'il y avait plein de réflexions sur la création, sur l'omnipotence, sur la sexualité, sur la sociabilité, mais surtout sur le désir.
Et je trouve ça très très intéressant, très bien amené, assez intelligent. Et voilà, moi c'était mon coup de cœur du soir en fait. Ah ça y est, on parle encore coup de cœur. Ouais. Tu vas pas donner son avis encore. Non, mais il va dire non. Ah, tu as levé le doigt. Ouais. Alors on a une question du public, parce qu'on a quelqu'un dans la question salle. du public, attention. Attention, on va aussi lui rapprocher un micro. Lycée. Voilà. Je demandais pour quel public ça pouvait C'est une question très originale et très intéressante. On va dire que c'est un petit peu explicite au niveau sexuel quand même, donc je pense que ça peut Pas avant 18 ans. Ouais, voilà, non, c'est vraiment adulte. Si, Ouais, enfin, jeunes adultes éveillés aux chandelles. Pas avant 18 ans. Oui, non, je pense. Alors, non, éveillé sexuellement, dans ce cas, tu peux y aller directement dès le CE2. Mais enfin, après, Ça dépend des familles. Et dans ta classe, peut-être, mais pas dans toutes. Voilà, je vas-y. vais avoir des soucis quand même. Ouais, tu vas avoir des je pense, soucis, à là, désolé. Non. Alors, graphiquement, c'est simple, mais ça fait super bien le taf. C'est sans fioriture, mais ça passe. Je veux dire, moi, je suis passé dessus nickel. J'ai eu du mal à rentrer dedans, un petit peu comme toi, comme tu disais. Au début, je suis passé dessus nickel, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je ne me fais que ton porte-parole. Je te remercie. Sans toi, je crois que je serais perdu en fait dans ce monde. Enchaîne. Donc du coup, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me projeter dans l'histoire, à comprendre justement la narration au début de celle-ci, mais j'ai beaucoup aimé justement la partie introspection de qu'est-ce que tu ferais si tout était possible, quoi. Et ce côté, un personnage qui choisit de faire tout ce qui lui passe par la tête, d'aller au-delà de toute bienséance, de toute moralité, de tout ce qui pouvait, on va dire, tout le carcan moral qui peut te retenir dans une société, et aussi qui peut te retenir quand tu te regardes toi-même dans le miroir. Et le côté de j'ai tenté plein de choses, mais en fait, il n'y a rien ça me botte pas, quoi. Parce que je sais que c'est pas réel. Et je trouve ce côté, c'est super intéressant d'avoir un petit peu les deux tenants, on va dire, pas du futur, mais de ce que, à mon avis, la technologie va nous proposer bientôt. C'est justement une virtualité qui te donnera toutes les possibilités, et pour autant un réel qui, en fait, de plus en plus te fait chier parce que tu te dis, putain, je peux rien y faire, quoi. Sauf que si ce n'est pas réel, ce que tu vis ne prend pas de sens. Ah, mais justement, tout ce qui c'est la philosophie, là. Non, mais on est complètement dedans. Hein, Alors que ça part d'un sujet comme très terre à terre. Hein. La question, c'est on va imaginer une histoire où on peut faire ce qu'on veut. Et le gars, il se dit on va essayer d'être réaliste. Du cul. Mais donc, c'est quand même le côté. La base est super terre à terre. Un Américain aurait dit je peux faire ce que je veux. Je vais faire un jeu vidéo géant. Parce que les Américains, en fait, ils sont pas très conscients de la réalité du monde quand ils font des films. Mais là, un Français, il dit du cul. Donc, mais effectivement, donc, la Josiane en question, et on discutera de ce prénom tout à l'heure, Mathieu. Private joke. Il y a plein de références sur ce Josiane. Il y a plein de références sur ce. Les Josiane ont un gros vécu. Elle est totalement en train d'assumer ses désirs, et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Enfin, je veux dire, elle a une forme de réflexion et de simplicité par rapport à ça, où elle arrive à assumer ces choix-là et à aller loin dans ses expériences. On va pas dire sans se poser de questions, mais elle se pose les questions et elle les assume. Et elle assume ce qui se passe. Le mec, lui, à l'inverse, est sur l'autre versant, c'est un peu le yin et le yang. Et le fait d'avoir toutes les possibilités, c'est bien, mais c'est trop facile. Et donc, ce manque de réalité donne un manque de consistance à ce qu'on lui fait vivre. Il va ne pas y prendre de plaisir. Alors, j'ai pas du tout envie de te couper la parole, mais en fait, tu l'as déjà dit tout à l'heure, ça. Non. Ouais. Oh, si. Si tu te répètes. C'est le rôle. Là, sérieusement, si. Bon, quoi qu'il en soit, on en était à la question du coup de cœur. Qui valide ce coup de cœur, à part moi et Jérôme? Attention, c'est là qu'il y a le stress. Moi, je le fais secrètement. Ouais, il valide le coup de cœur, Tizak.
Il valide le coup de cœur avec les 2 doigts sur la poitrine. Et donc, Half-Life est notre premier coup de cœur à 4. Coup de cœur avec un doigt dans le. Non, il y a déjà eu un sur une autre émission. Un coup de cœur à 4. Je crois. Eh ben, un coup de cœur à 4, c'est pas tous les jours que ça Ah arrive. non, c'est pas tous les jours. Donc il faut le féliciter. Half-Life de Thomas Cadden et Joseph Falzon. Une excellente d'allergie de merde. Bande dessinée que nous vous recommandons, c'est chez Le Lombard. Et on va pouvoir lancer un jingle pour passer à la BD suivante. Momo. Alors, Momo, Jérôme. Ouais, alors je me suis un peu moqué de Tim, mais en fait j'aurais pas dû parce que son pitch il était vachement bien alors que moi ça va être difficile. Donc Momo, c'est une petite fille, Momo. Petite fille de 5 ans qui... on peut se poser la question si c'est pas un petit gars, mais en fait c'est bien une petite fille, mais c'est un garçon manqué. Qui vit avec sa grand-mère dans un village portuaire type Bretagne et qui a son père qui est sur un bateau loin, qui n'a plus sa maman. Voilà, et c'est un petit peu son quotidien avec son environnement, son entourage. Et en particulier son meilleur ennemi qui est le poissonnier du village. En termes de pitch, c'est pas forcément la peine d'aller beaucoup plus loin. Si ce n'est qu'elle va rencontrer une adolescente qui va un peu la prendre sous son aile. Une petite adolescente rebelle. Une petite adolescente rebelle, voilà, exactement. Faut dire aussi rebelle dans un bled paumé de Bretagne. Hein. C'est ça. Ça va très très loin la rebellitude là-bas. C'est ça. Faut dire aussi que Momo est une... Il pleut, j'ai pas mis de bottes. Oui, en Bretagne, c'est de la vraie rebellitude. Faut dire aussi que Momo est un vrai pot de colle, donc du coup, voilà, elle fait avec mauvaise fortune bon cœur. Donc, alors c'est une histoire très attachante, très touchante, qui autant dans le rythme de narration que dans le style graphique ne peut pas ne pas vous faire penser à du Miyazaki. La colline aux coquelicots, Poyo. La colline aux coquelicots, c'est pas du Miyazaki. Oui, d'accord. Bon, ok. Et Poyo, ça en est ou pas Poyo, oui, ça en est. Bon, ouf. 1 sur 2. Mais voilà, on est sur ce rythme-là, doux. Même les cases sont rondes, en fait. Les cases ont des coins arrondis. Donc tout est arrondi, tout est souple. La mise en couleur est très douce, très pastel. C'est une petite histoire très gentille qui passe tout seul. Et avec un élément important sur le tome 2, est-ce qu'il faut le dire ? Je pense qu'il faut éviter de spoiler la fin du tome 1 qui reste quand même assez... Disons qu'il y a un gros changement à la fin du tome 1 voilà. Qui va bouleverser un peu la narration du tome 2. Du coup, c'est con parce que moi, je préférais beaucoup le tome 2 au tome 1. Ah oui, dans le tome... Mais le tome 1 nous pose une ambiance, on brise tout à la fin du tome 1 et on a le tome 2, voilà. J'en ai déjà presque trop dit, quoi. C'est parce que oui, s'il n'y a pas cette rupture-là, si tu te la prends pas un peu dans la gueule, je pense que tu apprécies pas autant le tome 2. Sans doute. Suivant ? Je suis d'accord. Non, parce que là, on est d'accord, on va pas rester 3 heures dessus, quoi. Donc oui, ça marche très très bien, c'est une belle histoire. Ça marche très bien, t'as t'as bien envie de chialer aussi au bout d'un moment. Donc ouais, c'est simple. Oh, chialer, t'as la larmouille facile quand même. Non, oui, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a un mec qui a fait des achats et il y avait une sorte d'accumulation. De running gag en fait dans ces trucs. C'est qu'il y avait... T'appelles ça un running gag, toi ? Bah, donc à force, je préfère en rire qu'en pleurer, quoi. Mais c'est qu'il fallait toujours qu'il se déroule le même événement. Et sur plusieurs bouquins qu'il a achetés, il y avait toujours le même événement. Dont dans la fin du tome 1 très de Disney, Momo. quoi. Très D'accord. Disney, exactement. Très D'accord, Disney. d'accord. Voilà, mais on a notre Bambiesque. Bref, c'est bon. Vous avez tous aimé, ça marche bien. Ça marche très J'irai bien. pas jusqu'à y mettre un coup de cœur. Je sais pas si vous étiez partant pour, parce que ça marche. C'est très efficace, mais pas de là à faire waouh. Rhétorique, parce que tout Oui. ça, à partir du moment où il te dit, mais moi je l'aurais pas mis. Donc, tu sais très bien. Oui, je sais. Mais moi, je l'aurais Non, mais à partir du moment où vous dites que vous l'auriez mis, vous donnez un signal fort à nos auditeurs qui peuvent savoir. Mais toi aussi, là, en disant ça, tu donnes un signal fort. Ouais, voilà, que c'est très bien, mais bon, ça m'a pas non plus bouleversé plus que ça. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le côté dessin un peu Miyazaki-esque. Ouais, un peu en plus flou, en moins clair, en plus brut. Faut
Faut que je change Moins les propre. net si c'était flou. Parce que Moins, c'est quand non, même moins un propre. net, quand Oui, même, non, au mais niveau c'est de moins l'image. propre. En plus afflelou, quoi. Voilà, c'est une façon de parler. Bon, c'est ça, on enchaîne. Vous voulez tout de suite passer à la suite. Allez, c'est bon. Non, mais la suite, elle est bien. C'est toi qui dois faire la chronique. Ouais, c'est Peleliu. Guernica of Paradise. Alors, Peleliu, Guernica of Paradise est une bande dessinée de un asiatique qui s'appelle Kazuyoshi Takeda, mais je suis super nul en nom. Et qui remercie à chaque fois toujours la même personne. Monsieur Masao Hiratsuka, qui est un chercheur spécialisé dans le domaine en question. En gros, Peleliu est une petite île du Pacifique, au sud du Japon, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été un point stratégique à défendre, car il y avait dessus un aéroport. On y a donc, l'armée japonaise y a donc envoyé un contingent de troupes pour, plus que protéger la zone, la maintenir le plus longtemps possible. Et donc on va suivre les aventures des différents soldats qui ont été envoyés sur place et qui essaient de tenir le plus longtemps avant que l'île ne subisse ce qu'on appelle dans le jargon japonais un effacement honorable, comme beaucoup d'autres îles asiatiques du coin. Effacement honorable, c'était le terme officiel. Ouais. Voilà. Les Américains bombardent l'île dans tous les sens et on suit principalement un jeune homme qui voulait devenir mangaka, qui avait commencé à dessiner, qui n'était pas dessinateur professionnel, et qui, du fait qu'il sache raconter des histoires, se retrouve très vite avec un rôle dans la troupe. Alors j'ai oublié le titre officiel qu'il donne, mais en gros, son travail, c'est d'envoyer les lettres aux parents des personnes qui sont mortes. C'est déjà de les écrire. Oui, de les écrire. Oui. Parce qu'à un moment, Oui. ses potes lui font la remarque, mais si tu les écris, mais comment est-ce Comment- qu'elles partent de l'île Voilà. Les écrire. Et il doit les écrire en expliquant que tous sont morts de façon Honorable. super classe. Non, Ouais. En combattant l'ennemi. en tu vois. comptant l'ennemi, en criant vive l'empereur 3 fois. T'es pas mort comme un con parce que t'étais allé chier et qu'en fait tu t'es fait piquer le cul par un serpent. Tu vois. Ça n'arrive pas. Non, mais il y a des trucs presque équivalents. Voilà. Tu glisses, tu tombes sur un caillou et Donc- là, tu as la gueule. Et on va suivre cette vie très difficile. On découvre un peu aussi la mentalité japonaise au niveau de la guerre, du combat, tout le côté honorable. Pas de prisonniers, c'est pas pour les Américains qu'on fait pas de prisonniers, c'est pour nous, pas prisonniers. Nous, on ne nous emprisonne pas. Mais à côté de ça, le côté aussi, hey, on est prêt à faire une opération kamikaze. Non, en fait, on n'est pas prêt à faire une opération kamikaze. Enfin, moi, non. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Et on voit comment réagissent tous ces gamins qui se retrouvent dans un endroit paradisiaque, qui du jour au lendemain ressemble à un champ de ruines, parce qu'il s'est fait poutré par les bombes des bombardiers américains qui ont littéralement explosé la zone. On voit aussi toutes les stratégies des Japonais qui sont très très intelligentes pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Ils esquivent les bombes avec des jets de dés. Ouais. Bref, c'est très réussi. Et ce qui est pas loin de ça. vraiment étonnant, c'est le style graphique. Si les décors sont assez fouillés, assez réalistes, les personnages ont tous un côté chibi, super mignon. Ils sont tout mignons, ils ont l'air tous super sympas. Et autant te dire que quand t'as le petit bonhomme tout mignon qui se fait fracasser la gueule, qui Et coupé en deux aussi. est coupé en deux, a juste pris une balle dans la bite. Oui. Et il veut venger sa bite. Enfin, il en meurt quand même. Ouais, il en oui, meurt, au oui. final. Mais il essaye de venger. Oui, mais c'est- il en meurt héroïquement parce que Oui. il meurt juste au bon moment. Oui. Ça fait rire comme ça. Mais alors quand tu lis la BD, tu souris un petit peu, mais pas longtemps. Oui, t'es d'accord, t'as souri un peu quand même. Oui, mais c'était oui. Parce que c'est le côté, je vais venger ma bite. Voilà. J'ai trouvé le titre. Il est attaché au mérite. Attaché au mérite, voilà. Merci d'avoir. Voilà. Et donc on suit toutes ces aventures. Et le côté survie, quoi, parce que il leur arrive plein de trucs. Il y a un côté vraiment survie sur cette île où il n'y a pas de source. Il y a une source, mais autant te dire que les Américains, ils la surveillent. Donc C'est les jaunes contre les rouges, c'est ça? il y a de la pluie, donc c'est le seul moyen de se laver et d'avoir de l'eau potable. Ou bien alors d'aller piquer les gourdes sur les cadavres. C'est une autre technique. Bref, et puis comment est-ce qu'on réagit face à cet ennemi qu'on va approcher et voir de près, et puis parfois on va le voir d'assez près pour se rendre compte qu'il est peut-être pas si différent de nous.
Voilà, c'est une grosse réussite. Les 2 premiers tomes sont vraiment très prenants. Il y en a 5 d'annoncés au Japon. 5 Ouais. Le 3e tome est déjà sorti. Mais je vois pas comment ils vont pouvoir tirer jusqu'à 5. Le 3e tome est déjà sorti. La série fait 5 tomes au Japon et elle est terminée. Le 4e tome doit sortir juste avant l'été. Et le 5e tome sortira à la fin de l'année. Je vois pas comment ils peuvent tirer jusqu'à 5. Enfin bon. Vos avis. Apparemment, ils l'ont fait. Voilà, vos avis, jeunes gens. On va demander à l'historien, là, celui qui s'y connaît le mieux là-dedans, c'est Jérôme. Alors ce jeune, on est sur un jeune éditeur manga, Vega, qui en fait est une émanation de Stenkiss, des éditions Stenkiss. Donc Stenkiss qui diversifie son catalogue avec la partie Varum Vraum pour tout ce qui va être un peu plus conceptuel, la partie BD jeunesse avec Jungle, ou grand public, on va dire ça plutôt. Et puis donc maintenant ils ont une version manga avec 3 séries en cours, dont Peleliu. 3 séries de qualité d'ailleurs, il faut le dire. Mais alors Peleliu, c'est une des batailles un peu méconnues et un peu oubliées, parce que au même moment, en Europe, c'est l'offensive la contre-attaque en fait des Alliés contre l'Allemagne, puisqu'on se situe entre septembre et novembre 1944. Donc on est quelques mois après le débarquement. Et les Alliés commencent à bien rentrer en territoire allemand. Donc ce qui se passe dans le Pacifique est très très loin des préoccupations à la fois des Américains et à la fois des Européens. Donc c'est une bataille qui va être largement méconnue et oubliée, et pourtant c'est la 2e plus meurtrière du Pacifique, après Iwo Jima. Donc il y a 10 000... en fait, il y a une garnison de 11 700 soldats, et il y en a 10 000 qui vont mourir. Japonais, hein. Donc 97% des soldats japonais vont mourir. L'honorable effacement, c'est comme disait Pied en intro, c'est pas de se rendre, c'est l'ordre, c'est qu'on tienne et qu'on meure tous, et de tenir le plus longtemps possible. Ce qui également a fait beaucoup, malgré tout, ce qui a fait beaucoup pour mythifier cette bataille, c'est son aberration. Puisqu'en fait, on pensait qu'à l'époque, on pensait qu'elle pouvait avoir un rôle stratégique. En fait, on se rendra compte qu'elle n'a eu aucun rôle stratégique, et que le petit aérodrome sur l'île de Peleliu, en fait, n'avait aucun rôle stratégique, et que de toute façon, ça servait pas à grand chose de le prendre. Une petite anecdote quand même au passage, il va y avoir un groupe de 26 soldats japonais qui ne se rendront qu'en 1947 sur l'île, 2 ans après la fin de la guerre. Ils ont été filmés, ils ont fait Koh-Lanta avec ou... C'est ça. C'est ça. Bon, ceci dit, c'est pas les seuls, hein. Dans les Philippines, il y a un groupe de Japonais qui a survécu dans la jungle et qui a continué à tirer sur tout ce qui bouge pendant 20 ans après la fin de la guerre, jusqu'aux années 60. Hein. Il y a eu un film là-dessus, je crois. Oui, il y a eu un film là-dessus, absolument, on est d'accord. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Je vous spoilerai pas, même si moi j'ai lu le tome 3, mais je vais vous le passer. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Et effectivement, le style graphique est un peu déstabilisant au départ, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais ça va très bien avec l'histoire, dans la mesure où ce serait limite insoutenable si on avait un dessin plus réaliste. Là, le fait d'avoir un dessin un peu chibi permet justement de rendre les scènes insoutenables soutenables. Thio, que rajouter qui n'ait pas déjà été dit? Parce qu'on a été bavard, oui, c'est Vous vrai. avez été bavard et assez complet, je trouve. Moi, j'ai retrouvé pleinement l'ambiance des quelques bons films que j'ai vus sur la guerre du Pacifique, qui est quand même pas la guerre, on va dire, qui a été la plus cinématographique. Pearl Harbor. Pardon, je déconne. C'est pas encore la guerre du Pacifique. Ouais, mais quand parce même. qu'il y en a qu'un qui est en guerre à ce Ouais, moment-là. c'est le début, tu vois. Mais puis, attends, merde, c'est la classe, il y a une histoire d'amour et tout, quoi. Non, c'est bon, je passe à autre chose. Voilà. Juste, je te dirais, tu vois, plutôt je crois que c'était Pacifique, justement, le Band of Brothers qui s'est déroulé justement par la bataille du Pacifique. Celui était plus intéressant, peut-être, pour te montrer la guerre du Pacifique, vraiment. C'est à la fois sombre et prenant, et le côté chibi qui te fait le côté
ça te permet de relâcher la pression, quoi. C'est une super réussite. Je me suis régalé. Moi, je les ai lus cet après-midi. Je devais les commencer hier et j'ai pas eu le temps finalement. Et je me suis dit, putain, dans la journée, lire 2 mangas, ça va être chaud, quoi. Et comme quoi mon travail est passionnant, j'ai réussi à le faire. Donc du coup, oui, j'ai pu lire les 2 mangas dans l'après-midi. Et en fait, j'ai commencé le premier aux alentours de 11h30. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Il fallait que je finisse absolument. Je voulais savoir ce qui allait arriver à Tamaru. Et à la fin du tome 2, on sait toujours pas ce qui lui arrive. Donc du coup, voilà, tu es obligé de continuer. Tout ça pour ça. Jusqu'au tome 5, bordel. Bah ouais, écoute, je vais attendre, mais vraiment, c'est très très chouette. Ouais. Ouais, très très chouette, hein. Vraiment très très chouette. On attend la fin ou pour Non, on attend la fin, on attend la oui, fin pour non. l'encenser. Mais de toute façon, on n'a pas Parce que autant au tome 4, il va y avoir des extraterrestres, moi, ça va j'aurais devenir dit non, pourri, de quoi. toute façon. Ça veut dire pourri, mais toi tu l'as pas lu, donc mais on va te Ouais, le c'est bien laisser. pour ça que j'aurais dit non. On va te le laisser rien que pour te faire chier et te forcer à le lire. Voilà. Oui, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de nos règles, le coup de cœur, il faut que tous les chroniqueurs, autant que possible, aient lu la BD et que tous les chroniqueurs qui l'aient lu valident le coup de cœur. Sinon, c'est pas un coup de cœur parce que c'est comme ça. Faut que malgré nos goûts très différents, ce soit assez énorme pour qu'on ait tous adoré. Et c'est pour ça que c'est super rare. Express. Alors en Express, Thio, tu vas rapidement nous parler de Ratafia, le tome 8. Les têtes de veau. Mais qu'est-ce que c'est déjà Ratafia ? Alors, Ratafia, c'est l'histoire d'une bande de pirates à peu près complètement loufoque, avec un capitaine qui est fan de littérature, de théâtre et d'opéra, qui essaye de convertir en fait sa bande de flibustiers qui sont un petit peu quand même Ras du front. ouais, ras du front au départ, mais qui finalement ont quand même une certaine élévation à ce niveau-là. Le capitaine a quand même réussi à avoir amené sa femme sur le bateau, ce qui déjà en soi est quand même une certaine réussite. Et un second qui s'appelle Romuald. Et Romuald, en fait, lui, il y a qu'une chose qui l'intéresse, quoi. C'est la thune. C'est un nain, en fait. De l'or. C'est un peu ça. C'est l'or. Lui, il veut être riche. Donc forcément, lui, il veut aller chercher du trésor. Donc, a priori, je pense que là, je cherche juste le nom. J'ai Potier en tête, mais Oui, c'est Potier, Pillé et Salcedo. voilà, Salcedo. Je pense que ce sera le dernier. Je ne veux pas spoiler la fin, mais il n'y a pas de. Je pense que là, ils sont arrivés au bout de la boucle. Mais les auteurs originaux de la BD, parce que là, c'est une nouvelle équipe, depuis je ne sais plus quelques tomes, et les nouveaux auteurs feront une suite ou une série dérivée. Voilà. Série dérivée, je veux bien, mais là, il faut arrêter. Voilà, c'est Frédéric Salcedo qui va revenir au dessin, alors que ça fait quelques albums qu'il a arrêté. Ratafia Delirium, ça va s'appeler, on verra. On verra. Donc- Dans tous les cas, voilà, je me suis encore une fois bien régalé. Les jeux de mots sont toujours aussi présents. Putain, il y en a des tonnes, c'est énorme. Voilà, c'est multi-référencé, quoi. Petit des clins d'œil à tous les pirates de la BD connus, que ce soit Faut que tu Captain lises, Haddock, Quantum Maltese. c'est un peu comme si tu regardais un Ready Player One, mais que pour les pirates. Voilà, ça marche plutôt bien. Donc Ratafia le tome 8, c'est toujours à lire. Allez, on va dire, il y a un petit truc à la fin qui fait que, un petit twist auquel on ne s'attendait pas, qui fait que peut-être que cet album pourrait avoir de l'importance sur l'histoire. On verra. Et on poursuit avec Sentai School, le tome 7. Sentai School par Cardona et Tortar. Alors, on va le dire franchement, Sentai School, c'est toujours ces histoires qui nous racontent les aventures de jeunes qui sont dans une école de héros, qui sont fortement inspirés des personnages... Du collège Foufoufou. Non, pas du collège Foufoufou. Ils sont fortement inspirés des personnages des vieux Sentai, c'est-à-dire Xor, ce genre de trucs-là. Oui, mais les personnages, c'est. Les personnages, ils font. Les petites têtes, c'est du collège. Alors, le niveau du design, ce côté, Oui, etc., mais c'est pas que le collège Foufoufou. C'est un style très, très répandu dans la BD japonaise. Non, mais que on est tu d'accord, trouves pas que mais là-dedans. je veux dire, les 5 personnages principaux. Ça fait le groupe de. Ça fait le petit groupe de On collège retrouve Foufoufou, ça, du mais collège c'est pas Foufoufou. que le collège Foufoufou, je pense. Après, bon, On ça, n'a pas c'est- dit que. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent, on retrouve ça. Bref, Ah qui oui, vont vivre. proviseur, après derrière, c'est XOR. C'est même pas XOR, c'est Spectreman. Oui. Oui, donc effectivement, mais le groupe de collégiens, c'est. Non, je pense que c'est. Non, il y a Arctarus. Il y a Actarus, il y a tous les personnages. Enfin bon, on s'en fout. Bref, ils ont toujours des histoires hyper référencées, avec des tonnes de clins d'œil, toutes les pages, toutes les cases, à des jeux vidéo, des mangas, des comics, des BD, des trucs geek et pop dans tous les sens. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, les deux auteurs, ils ont su rester jeunes.
et nous, on a pris un coup de vieux et que malheureusement, tous les jeux vidéo qui y font référence, il y en a certains, enfin, ah ouais, je crois que j'en ai vaguement entendu parler à un moment. Où il y en a, enfin, ah ouais, je crois que mon neveu qui a 30 ans de moins que moi m'en a parlé un jour. Enfin, j'exagère, quoi, mais... Non. Voilà. Non, c'est qu'en fait, il y a trop de références. Il y a trop de références et surtout, c'est qu'eux, ils ont une culture qui est désormais actuelle et que moi, j'ai plus du tout la culture. Oui, ils connaissent les mangas de On est plus assez maintenant, actualisé. populaires, etc. Alors, il ne faut pas oublier que déjà à l'époque des premiers tomes de Sentai School, alors que c'était des références de notre génération, On en ratait quelques-unes. on en ratait au passage. Pas toutes, Tellement il y en avait. Donc mais pas beaucoup. C'était déjà ultra dense. Parce que le héros, dans la première version, commence par dire « Je suis le plus grand des héros et je vais dans la vie. Oui, mais sauf Je vole plus haut que les oiseaux, c'est moi le... » Bon. Sauf qu'on en ratait quelques-unes. Là, maintenant... On en rate. On en je chope les rate quelques-unes. quasiment toutes, quoi. Là, tu chopes quelques-unes, tu fais « Ah, putain, je suis Ouais, content, ouais. celle-là, je l'avais, quoi. D'autant plus que maintenant, ils mettent un petit résumé de toutes les références à la fin de l'album. Ils te disent... Donc il y qu'ils a ont 20 fait la pages d'album réalisation. et 80 pages de référence. Voilà, où ils te disent alors dans quel cas Ils c'est avaient- une référence à ça, dans quel cas c'est une référence à ça, etc. Et là, tu les lis et tu fais ah bah je vois pas, ah bah je vois pas, ah bah je vois pas, ah bah je vois pas. Mais Donc- ils les avaient rajoutés en fait dans la réédition Ouais, qu'ils dans la avaient faite avec réédition, le crowdfunding. Voilà, qui est... Ils en une avaient belle chié ré- parce que certaines les avaient oubliées. Oui, certains ils se souvenaient plus, genre le dessin animé qu'ils avaient adoré pendant 2 jours et qui avait disparu de la circulation après. 10 ans avant. Bref, Sentai School, bah, c'est toujours aussi efficace. Ça marche bien. Maintenant, on est peut-être trop vieux pour ces conneries, hein, comme dirait l'autre. The Game Online TV nous conseille The Rising of the Shield Heroes. Oui, j'en ai entendu parler, ça a l'air pas mal comme le manga ou l'anime, enfin les deux, mais j'avais entendu parler du manga qui avait l'air plutôt pas mal aussi. On lit encore quelques mangas de Juds, mais plus tant que ça, et on devient Non, c'est super pas des mangas sélectif. de Jones. Non, on C'est lit des des mangas un trucs peu de- underground. On est plus- Ouais, on lit pas des dans trucs le de mainstream. guerre, de guerre, de vieux, ou même pas, ils ont des super pouvoirs, ils ont les cheveux qui changent de couleur, n'importe quoi. Hein, t'es d'accord? Ouais, bon, allez, vas-y, enfin. Bon, non, j'envoie pas le générique, je dis que ça y est, l'émission est finie, et qu'on va pouvoir vous dire au revoir, on va pouvoir vous dire bonne nuit. Merci à tous de nous avoir suivis en live sur Twitch. Merci à The Game Online TV et bienvenue parmi nos auditeurs. C'était un plaisir de lire tes commentaires sur le chat et de profiter de ta présence. On se retrouve sans doute le mois prochain. Hein, en général, c'est le dernier jeudi du mois hein, dans ces eaux-là. Pour un nouvel enregistrement de 2 émissions. Si tout va bien, de toute façon, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, donc Wadaïpier, Facebook, La Voix des Bulles, Instagram, ça doit être Wadaïpier aussi, ou La Voix des Bulles, je ne sais plus. Et puis sur notre site, lavoixdesbulles.fr, où vous aurez un peu toutes les news et toutes nos anciennes émissions. Merci encore à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, des je ne sais pas quoi en fonction des réseaux où vous êtes, de nous envoyer des trucs Ou sur des Twitch. sous directement sur Tipeee. Ouais, hein, sur enfin, Tipeee, c'est bien, Tipeee. Je crois qu'on peut nous envoyer des sous sur Twitch aussi, j'ai vu ça, mais j'y comprends. On est trop vieux, il va falloir que je m'y mette. Twitch, c'est super bien foutu, mais c'est pas mal. Encore un grand merci à vous. On vous souhaite une très 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 bonne nuit à ce niveau-là, voire une très très bonne journée si vous nous écoutez en voiture en allant travailler. À plus, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Bye bye.